Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, la nouvelle proposition de Vitalik vient de tomber. Le cofondateur d'Ethereum propose de changer pas mal de choses à Ethereum et je vous en parle dans un instant. On va aussi parler de plein de choses liées aux solutions de niveau 2. C'est lié d'ailleurs un peu à tout ce que dit Vitalik actuellement. Et on va parler aussi de système de notation des stablecoins avec l'agence de notation S&P qui vient de proposer un classement. Je vais revenir sur ce classement. On va parler d'airdrop aussi, un airdrop à venir et pas mal d'autres choses. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. On va parler rapidement du cours des cryptos parce qu'on est en hausse aujourd'hui. BTC 42 800 $, plus 3,7%. Ether 2258 plus 3%. Solana forte hausse aujourd'hui 71%. ADA aussi plus 12%. Avalanche aussi forte hausse, bref, une bonne journée pour les crypto-monnaies aujourd'hui, mais on va quitter le prix pour revenir à la technique. Et on va parler Ethereum et des solutions de niveau 2 sur Ethereum. Je pense que vous savez maintenant qu'Ethereum c'est le réseau principal sur lequel sont construites un certain nombre d'autres solutions de niveau 2 pour pouvoir avoir des frais de transaction le plus bas possible. Il y a deux types de technologies qui sont utilisées pour créer ces solutions de niveau 2. On a les Optimistic Rollup et les ZK Rollup. Les Optimistic Rollup c'est les premières à être arrivées. Les ZK Rollup sont arrivées un peu plus tard. Elles sont plus compliquées à faire mais elles sont plus performantes, on va dire. Il y a un système dont on peut retirer ces cryptos directement, on va dire, des ZK Rollup, alors que sur les Optimistic Rollup, il faut attendre un certain temps, en moyenne 7 jours. Et bref, tout le monde s'accorde à dire que la cible, ça reste quand même tout ce qui est ZK-EVM, ZK Rollup, c'est la meilleure chose d'un point de vue technologique, cryptographique, et c'est ce dont parle cet article de Vitalik, en disant en fait qu'il y a de plus en plus de solutions de niveau 2 Ethereum qui redéveloppent en fait un certain nombre de choses, qui redéveloppent du code pour être complètement compatible avec le réseau principal Ethereum, et toutes ces solutions niveau 2 qui redéveloppent tout ce code, et bien au final, elles sont potentiellement vulnérables à un bug, il peut y avoir un bug, elles peuvent se faire hacker, parce qu'en fait c'est une réimplémentation d'un certain nombre de choses qui existent en partie déjà sur Ethereum. Et du coup il se dit qu'avec les prochaines évolutions à venir au cours des prochaines années, et bien Ethereum va finir par avoir une ZK-EVM, donc une Ethereum Virtual Machine basée sur la technologie des Zero Knowledge Proof. C'est quelque chose qui va finir par arriver et il se dit autant essayer de développer ça, on va dire, rapidement et le mettre à disposition des diverses solutions de niveau 2. Donc en fait, il y a une grosse partie de ce que font actuellement les solutions de niveau 2 sur Ethereum qui va revenir sur le Ethereum, sur le réseau principal, sur la solution de niveau 1 Ethereum. C'est un peu comme si on prenait vraiment le moteur de ces solutions de niveau 2 et qu'on le remettait sur la solution de niveau 1. Tezos, la blockchain, a fait quelque chose de similaire. Ils ont des rollups qui sont intégrés dans le protocole. C'est un peu d'une certaine manière ce qu'est en train de proposer Vitalik, et il rentre vraiment dans la technique, comment faire ça, comment réintégrer cette ZK-EVM dans le réseau principal Ethereum, comment la mettre à disposition des solutions de niveau 2. Et surtout, quel sera au final le rôle de ces solutions de niveau 2 si elles n'ont plus vraiment de ZK-EVM ou elles utilisent uniquement un ZK-EVM proposé par Ethereum, ça perd un peu de son intérêt. Mais il dit que non, il restera toujours un certain nombre de choses pour ces solutions de niveau 2 qu'elles devront réaliser, telles que les confirmations très rapidement. Ils pourront valider très rapidement les transactions sans attendre la validation finale du réseau Ethereum. C'est quelque chose que les solutions niveau 2 pourront faire. Du coup, les transactions très rapides validées, ça nécessitera forcément le passage par les solutions niveau 2 pour avoir un retour rapide. On a aussi certaines solutions de niveau 2 qui pourront intégrer plus de fonctionnalités que les EVM classiques. Donc on pourrait avoir, par exemple, avec Arbitrum, ils proposent, avec leur mode Stylus, on peut développer avec d'autres programmes d'autres langages de programmation et avoir d'autres fonctionnalités supplémentaires. Donc on pourra avoir une partie EVM compatible, une partie avec des fonctionnalités en plus. Il y aura aussi tout l'aspect Maximal Extractable Value, MEV. Donc c'est des mécanismes pour se protéger de cette problématique qui est en fait causée par les validateurs, et de par leur position sur le réseau, ils peuvent réarranger les transactions pour profiter et réordonner les trades pour pouvoir faire de l'arbitrage et un certain nombre de choses, et du coup il y a certains moyens pour se protéger qui pourront être mis en place directement sur les solutions de niveau 2, donc encore un avantage pour les solutions de niveau 2, et après on peut imaginer plein d'autres choses, plein de fonctionnalités, on va dire, pour les utilisateurs ou pour les développeurs qui seront développés uniquement sur ces solutions de niveau 2. Donc c'est pas non plus la mort des solutions de niveau 2, mais il faut voir honnêtement comment les diverses solutions de niveau 2 vont réagir à tout ça, comment la communauté va réagir à cette proposition. Est-ce que tout le monde va se dire d'accord, amen, Vitalik, merci pour cette proposition, on va suivre tout ça, ça a l'air c'est très technique,
C'est intéressant honnêtement. Moi, pourquoi je suis vraiment... J'apprécie quand je vois ce type de choses parce que je me dis, on a le réseau Ethereum, qui est ce qu'il est. Il a déjà une roadmap sur très longtemps et il y a encore des propositions pour faire évoluer tout ça. Le réseau Ethereum ne stagne pas, il évolue constamment. Après, bien sûr, c'est une idée Vitalik, c'est pas le dictateur qui va décider de tout, il fait sa proposition, si ça plaît à la communauté, si les gens disent oui, d'accord, on est en phase, oui, c'est une bonne idée, bah ça va plaire, si ça va peut-être être implémenté, sinon ça sera pas implémenté. En tout cas, pour moi, c'est une bonne chose pour tout l'écosystème Ethereum. Après oui, peut-être que ça veut dire que bah il y aura peut-être moins de L2 au final et qu'on va se focaliser sur un plus petit nombre de L2, mais bon, je pense que c'est juste que les L2 vont se diversifier, vont apporter chacun quelque chose en plus. Ils auront d'ailleurs leur propre tokenomics, il y aura plein d'incitations à aller sur un L2 pour X ou Y raison. Sur le L2 par exemple Base de Coinbase, il y aura peut-être l'aspect KYC qui va être mis en place vu que tous les utilisateurs qui ont déjà un compte Coinbase, peut-être qu'il va y avoir un lien direct avec Base. On peut imaginer plein de distinctions, plein de manières de se distinguer, et ça serait intéressant de toute façon d'avoir beaucoup plus de compétition, mais en ayant toute une base plus solide, plus vraiment ancré dans le protocole, intégré au protocole avec cette ZKEVM qui serait vraiment dans le protocole Ethereum. On va parler d'autres choses en restant sur les solutions de niveau 2. Je voulais vous parler de Coty. Coty, c'est quoi? Vous avez sûrement entendu parler de cette société qui développe plein de choses dans la crypto, qui est très proche, on va dire, de Cardano. C'est eux qui sont derrière le stablecoin JED sur Cardano. Et là, ils ont annoncé que leur blockchain principale, parce qu'ils ont une blockchain principale, allait se transformer en solution de niveau 2 sur Ethereum. Et ça, c'est étonnant. On a un projet qui est très proche de Cardano, qui est en train de se transformer en L2 sur Ethereum. Ils disent, pour l'instant, ils disent, le stablecoin JED va rester sur Cardano, mais pour le reste, nous, on va basculer sur Ethereum. Donc ça, j'ai trouvé très très intéressant comme information. Je vous dis que les L2, vraiment, c'est quelque chose qui est très très à la mode en ce moment. Tout le monde est en train de faire son propre L2. On a vu les exchanges, on a vu Coinbase, on a vu Kraken aussi en train d'étudier le sujet. On a plein d'exchanges qui sont en train de lancer leur propre L2. Et pour moi, ça va continuer. Et là, on va parler d'Avalanche. Avalanche, mais encore en lien avec les L2 et même les L2 sur Ethereum. Ça, c'est assez étonnant. On a une société qui s'appelle Nodekit qui vient de lever 1,2 million de dollars pour faciliter la construction de solutions de niveau 2 sur Ethereum et sur d'autres blockchains. En fait, ils veulent faciliter les séquenceurs décentralisés. Les séquenceurs, c'est un élément central pour toutes ces solutions de niveau 2. C'est ce qui permet de récupérer les transactions, de les inscrire et de réaliser un certain nombre de choses. C'est l'élément central en fait de ces solutions de niveau 2. Sauf qu'actuellement, ce séquenceur est pour la plupart du temps centralisé. Sur Polygon, ils prévoient de le faire décentraliser, mais pour le moment, c'est extrêmement centralisé sur Optimism, sur Arbitrum, etc. Donc là, ils sont en train de construire une blockchain de niveau 1 basée sur Avalanche et sur un subnet sur Avalanche. Les subnets, c'est des blockchains qui existent sur Avalanche qui ont leur propre utilité. Donc ça reste vraiment une blockchain de niveau 1 mais construite dans un subnet d'Avalanche qui pourrait être utilisé par plein d'autres blockchains pour construire des séquenceurs décentralisés. Et quand on a un séquenceur décentralisé, c'est beaucoup plus robuste, c'est beaucoup plus décentralisé, et potentiellement il y aura aussi une interopérabilité entre toutes les blockchains qui utilisent le même séquenceur décentralisé. Donc là encore, je trouve que c'est une très bonne chose pour tout le développement des L2. Vous voyez vraiment, il se passe vraiment beaucoup de choses autour des L2. On va quitter l'univers des solutions de niveau 2 pour aller maintenant vers les agences de notation de stablecoin avec S&P. C'est Standard & Poor's, c'est une agence de notation extrêmement connue qui vient de lancer son système de notation de stablecoin. Ils viennent d'évaluer 8 stablecoins différents en leur donnant des notes allant de 2 à 5 pour faible et 2 solide. Personne n'a eu la meilleure note, 1. Mais ils ont noté 8 principales stablecoins, que ça soit décentralisé ou centralisé, et le stablecoin qu'ils ont le mieux noté, c'est l'USDC, à la deuxième place, avec un score de 2, ainsi que l'USDP et le GUSD, donc des stablecoins américains. On a ensuite Tether qui est noté l'USDT qui est noté à 4, donc c'est pas une très bonne note, c'est plus lié à son manque de transparence, parce que d'un point de vue fiabilité, robustesse et le fait qu'il tient le peg à $1, ça y a pas de problème. Et ensuite, en moins bien noté, on a TrueUSD, TUSD, ça je suis complètement d'accord, et on a Frax aussi qui est mal noté. Ça, j'étais un peu plus surpris de sa note, parce qu'au final, Frax, ça reste quand même basé énormément sur l'USDC.
Donc je pense que ça va se développer davantage. Ça montre aussi que Standard & Poor's, du coup une agence de notation plus du monde traditionnel de la finance, est en train de s'intéresser aux stablecoins parce qu'ils voient que c'est l'avenir, que ça va se développer davantage et qu'ils voient qu'il y a un business à se faire. Donc ça pour moi c'est très très bien pour l'adoption des crypto-monnaies dans les banques, dans les institutions, parce que maintenant voilà, les banques pourront dire ok, nous il nous faut un stablecoin noté X pour qu'on puisse faire tel ou tel protocole, ou telle offre ou tel service. Donc ça devrait faciliter les choses pour moi. Je vous invite encore à vous inscrire à mon webinaire du 21 décembre 2023, comment générer le meilleur rendement possible avec vos cryptos. On va parler de plein de choses, beaucoup de finances décentralisées, de stratégies et de comment générer des revenus avec vos cryptos. Ensuite, je voulais parler d'un airdrop qui vient d'être annoncé, ou plutôt c'est une préparation d'airdrop. On va parler du wallet Rainbow. Rainbow, c'est un wallet crypto, wallet aussi NFT qui vous permet de réaliser plein de choses. C'est un concurrent de MetaMask et des divers autres wallets qui existent tels que Rabi. Et là, en fait, ils viennent d'annoncer un système de points. Tout utilisateur Ethereum qui a réalisé une transaction avant le 11 décembre est éligible pour obtenir des points sur Rainbow. C'est-à-dire il y a 100 points minimum pour n'importe quelle adresse qui a été active sur Ethereum. Donc plus vous avez de wallet, plus vous êtes éligible. Et en plus, il y a des points qui sont offerts pour ceux qui ont utilisé le système de swap sur MetaMask au cours de la dernière année. Donc pourquoi ils font ça Rainbow? Ils sont en train d'essayer d'attirer les utilisateurs de MetaMask vers Rainbow. Et ils sont en train de leur dire, on prépare un airdrop. Venez collecter des points. Venez sur notre application. C'est un peu une attaque vampire, comme on a pu le voir sur d'autres protocoles, mais là, il n'y a pas encore de token, il y a juste des points qui sont donnés. Donc voilà, donc pour moi, si vous êtes sur Rainbow, vous avez en plus obtenu des points en plus. Si vous avez le NFT Rainbow, vous avez des points en plus. Si vous n'êtes pas sur Rainbow, c'est peut-être l'occasion d'aller collecter les points en allant sur le wallet. Peut-être que ça vous donnera un airdrop plus tard. On n'a pas encore de date s'il y aura un airdrop ou non. Mais voilà, beaucoup de personnes me disent quand est-ce qu'on aura le airdrop de MetaMask. Là, c'est d'une certaine manière un airdrop MetaMask. Si vous avez utilisé la fonction swap, vous aurez encore davantage de points, plus que les 100 points par défaut donnés à tout le monde. Ensuite, on a WorldCoin. WorldCoin, ils viennent d'annoncer un certain nombre d'intégrations à venir sur plein de services différents tels que Shopify, Minecraft, Reddit, même Microsoft. Par quoi ça va se traduire, c'est difficile à dire. En fait, Microsoft, c'est plus sur Minecraft, mais ça va se traduire par un système d'authentification qui devrait être intégré d'une manière ou d'une autre sur ces applications pour prouver qu'on est un humain, pour prouver qu'on n'est pas un robot, et du coup, pour recevoir peut-être des offres en plus, des droits, des messages, je sais pas, en fait, tout ce qu'on peut imaginer, on n'a pas de détails, mais c'est lié à WorldCoin, où en fait, on prouve son identité en scannant ses yeux. Oui, il faut aller dans un lieu physique, scanner son œil, ensuite ça associe à un wallet crypto donné, et avec ce wallet, ensuite vous pouvez vous connecter sur plein de sites en ayant prouvé que vous êtes du coup un humain et qui a scanné ses yeux uniquement une fois. Donc ça fait un peu peur, mais si c'est adopté par tous ces protocoles et qui forcent l'utilisation de ces protocoles d'authentification, ça risque de poser problème. Moi j'espère que ça sera jamais forcé, que ça sera toujours un choix pour l'utilisateur, mais voilà, ça fait un peu peur cette vision un peu dystopique où scanner ses yeux pour accéder à certains services. WorldCoin d'ailleurs a pris 6% suite à cette annonce, mais bon, c'est un peu tout le marché qui a pris, donc je pense pas qu'il y ait de lien direct. Ensuite, on a Trump, les NFT de Trump. Il vient d'annoncer une nouvelle collection NFT, sa 3e collection NFT, 100 000 NFT à la vente, basé sur la Mugshot Edition. Vous savez, quand il a été arrêté, il a eu une photo de lui, un mugshot en prison, ou arrêté en tout cas au tribunal, et du coup ça se base sur ça. 100 000 NFT à la vente, il y en a déjà 32 500 qui sont vendus à $100 pièce, donc il a déjà généré 3 millions de dollars de vente en quelques heures. On va voir s'il va réussir à vendre les 100 000 en entier. Il y a toute une notion aussi d'éléments physiques. Si vous achetez 47 cartes, vous allez recevoir aussi une carte physique avec même, je crois, une partie du costume qu'il mettait sur la photo. Bref, ça part un peu dans tous les sens. Il a besoin de quelques millions de dollars et du coup il est en train de faire ça sûrement pour préparer la prochaine campagne présidentielle. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.